Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. Vous vous êtes déjà demandé s'il y avait un problème de surpopulation carcérale dans Game of Thrones? Je pense que vous vous doutez que non. Il existe des donjons dans les villes principales, mais ils n'ont pas pour but d'accueillir un prisonnier pour du long terme. Ceux qui ont le plus de chances d'y rester longtemps sont des prisonniers avec une forte valeur marchande ou les prisonniers politiques. Sans y rester des années à l'inverse de ce qui peut arriver aux États-Unis, ces donjons ont en quelque sorte un rôle de couloir de la mort ou de couloir des châtiments, puisque la sentence n'est pas obligatoirement la mort. Par exemple, il est possible d'amputer, le voleur peut se voir couper la main et le violeur castré. Dans Game of Thrones, la peine de mort s'applique quant à elle particulièrement en cas de trahison et en cas de violation d'un serment. Mais aussi bien les condamnés à mort qu'au châtiment peuvent choisir d'être exilés et ainsi rejoindre la garde de nuit. Un serment est alors prononcé dans le cadre de cette garde de nuit et il doit être respecté à vie. Dans le cas contraire, c'est la peine de mort qui est encourue. Refuser d'obéir à un ordre revient également à briser son serment. Cela est considéré comme de la trahison et c'est également la peine de mort qui est encourue. Au final, seul l'accord du roi des 7 royaumes peut permettre à un homme membre de la garde de nuit de se libérer de son serment. Ce choix se retrouve également dans le monde réel durant l'Antiquité par exemple, à travers la justice romaine. Dans cette justice, il existe différentes peines capitales, bien entendu la mort, mais aussi la perte de liberté, on devient donc esclave, ou encore la condamnation aux travaux forcés dans les mines. Mais le condamné avait la possibilité de choisir d'être exilé, l'exil étant une peine non capitale, tout comme la peine d'amende, la prison ou l'expiation. Par contre, il ne pouvait pas choisir de seulement payer une amende à la place de subir une peine capitale. Dans Game of Thrones, la possibilité de rejoindre la garde de nuit bénéficie aussi bien aux nobles qu'aux roturiers, mais seulement aux hommes. Les femmes peuvent quant à elles rejoindre l'ordre monastique dit des Sœurs Silencieuses. Toujours dans Game of Thrones, et en particulier dans le sud, il existe des bourreaux professionnels qu'on appelle la justice du roi. C'est eux qui sont chargés d'appliquer les peines capitales comme la décapitation ou la pendaison. Ils sont donc la personnification des lois et des sentences. Dans le monde réel, comme vous le savez, les bourreaux ont existé et d'ailleurs il en existe toujours, mais qui ont une fonction différente, une nature différente en fonction des pays. Par exemple, bourreau peut être une profession dont l'accès est conditionné par une formation. C'est le cas au Bangladesh ou en Arabie Saoudite. Les bourreaux peuvent également être tout simplement des policiers, comme c'est le cas en Chine, ou des agents pénitentiaires, comme c'est le cas en Inde ou en Indonésie. Enfin, il peut y avoir dans un sens plusieurs bourreaux pour une même exécution. En réalité, c'est toute une organisation qui est faite pour les exécutions modernes. Il ressort par exemple d'un protocole californien en date de l'année 2007 que pas moins de 20 personnes doivent activement participer à une injection létale. Revenons dans Game of Thrones et passons du sud aux îles de fer. Sur ces îles de fer, les condamnés à mort ne sont en général pas pendus ou décapités, mais noyés. Cela se retrouve également dans la réalité. Sans aller chercher très loin dans le passé, au mois de juin 2015, au nord de l'Irak, des membres de l'État islamique ont également noyé des hommes qu'ils présentaient comme des espions dans une piscine, après les avoir enfermés dans une cage. Autre cas dans Game of Thrones, la maison Bolton a durant plusieurs siècles avant le début de l'intrigue pratiqué l'écorchement envers les criminels en général et les prisonniers ennemis. Mais lorsque cette maison est défaite par la maison Stark environ un siècle avant le début de l'intrigue, les lois et les coutumes du Nord viennent donc s'imposer et interdire ce genre de pratique. Un peu partout dans les 7 royaumes, un meurtrier condamné à mort peut se voir soumis à une sanction beaucoup plus favorable, à savoir le versement d'une somme d'argent à la famille du défunt. Mais il est vrai qu'en général, il ne s'agit pas d'une pratique généralisée, puisque son but est en principe de mettre fin à une querelle entre familles. Or, il peut y avoir eu meurtre, sans pour autant qu'il y ait eu querelle. Et ce genre de contrepartie financière existait également dans la réalité. C'est ce qu'on appelait le Vergeld ou le prix de l'homme ou encore la composition. Attention cependant, aujourd'hui des dommages et intérêts peuvent être versés à la victime ou à ses ayants droit, si la victime est décédée par exemple. Mais ces dommages et intérêts n'ont pas pour but de remplacer la peine de prison, ils peuvent même venir en complément. Alors qu'à l'époque, le Vergeld était bien une substitution à cette peine de prison. Ou encore une substitution à toute autre sanction pénale en fait. Ce Vergeld était donc notamment pratiqué chez les Germains, les Celtes et les Vikings. Charlemagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, rendit le Vergeld obligatoire en cas de vendetta, c'est-à-dire de vengeance privée, c'est-à-dire lorsque le meurtre était le résultat d'une querelle, tout comme dans Game of Thrones. Il existait des barèmes, notamment chez les Visigoths, qui précisaient la somme à verser en fonction de l'âge de la victime. Il existait également d'autres barèmes, notamment chez les Francs-Saliens, en vertu de leur loi dite loi salique. Si la victime avait été mutilée ou blessée et non pas tuée, il était notamment pris en compte sa profession, puisque la perte d'un œil, par exemple, est plus préjudiciable sur le plan professionnel à un archer
qu'à un forgeron. Cette logique tendant à prendre en compte la profession de la victime a perduré jusqu'à aujourd'hui. Un même dommage, un œil crevé par exemple, peut entraîner plusieurs préjudices, comme un préjudice professionnel mais aussi un préjudice esthétique. Si la victime n'a entre guillemets pas particulièrement besoin d'un deuxième œil dans le cadre de son travail, la somme d'argent versée au titre du préjudice esthétique risque d'être plus importante que celle versée au titre du préjudice professionnel. Mais à l'inverse, si le travail de la victime est impossible à réaliser sans les deux yeux, comme pilote de chasse, alors la somme d'argent versée au titre du préjudice esthétique sera cette fois-ci moins importante que celle versée au titre du préjudice professionnel.